Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Déjà, les championnats du monde où tu gagnes, c'est un truc de dingue. Et derrière tout enchaîner, quand je suis rentrée chez moi, j'arrivais plus à lire, je pouvais même pas envoyer de message. Le matin, je me réveillais, je me sentais mal, je me sentais vide, je pleurais pour rien. Vraiment, j'étais trop dans le mal. Il n'y avait pas d'amélioration en fait, c'est ça le truc. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu es 3 semaines comme ça, tu te dis bon, il y a un problème. Mais ouais, c'était une période un peu compliquée et en plus, tu viens d'être champion du monde, tu viens de réaliser un exploit et tout le monde est là comme un dingue et toi, tu es là genre pas bien, tu es au bout de ta vie. Il y a tout juste une semaine, mon invité du jour publie sur Instagram pour parler de ses titres internationaux et du burn-out qui s'en est suivi. Alors moi, je lis son post, je laisse un commentaire pour l'inviter dans Tribune et Podium. Et nous voilà ici aujourd'hui, une semaine plus tard. La magie des réseaux, les étoiles qui s'alignent rapidement et c'est parti. Et en plus de ça, le sport de mon invité, il peut sauver des vies. Donc c'est une vraie fierté de pouvoir mettre en avant cette discipline et cet athlète. Je suis très heureuse d'être avec Anna Abravanel aujourd'hui dans Tribune et Podium. Bonjour Anna. Bonjour Solène. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes mais sans me parler de sport. Eh bien, je m'appelle Anna, j'ai 22 ans, je suis étudiante en master marketing à Sciences Po et je suis coach mental avec des athlètes et des clubs notamment. Et maintenant, est-ce que tu peux me faire une phrase pour me parler de ton sport ? Le sauvetage sportif, c'est un sport qui vient d'Australie et qui a une dimension citoyenne parce qu'on apprend à sauver des vies avec ce sport. Ok, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus tout au long de cet épisode. Déjà, pour commencer, raconte-moi comment est-ce que toi, tu as commencé le sport plus jeune ? Par quoi est-ce que tu as débuté ? Parce que tu n'as peut-être pas débuté tout de suite par le sauvetage sportif. Eh bien, j'ai toujours fait du sport. Donc avant, je faisais de la natation, de l'athlétisme, de la voile. Et c'est une amie qui m'a dit d'aller essayer le sauvetage que j'allais adorer. Et du coup, j'ai commencé à 9 ans et depuis, j'ai jamais arrêté. À 9 ans, tu vas tester le sauvetage sportif. Est-ce que tu te rappelles de ton premier entraînement, ce que tu as ressenti ? Ouais, je me souviens que c'était en plein hiver, il faisait hyper froid, il y avait beaucoup de vent, j'avais même pas la combi adaptée parce que j'étais trop petite et trop mince. Du coup, le truc, je flottais dedans, j'avais toute l'eau qui rentrait dedans, j'avais hyper froid. Il y avait ma mère qui était là, donc on s'était bien marré. Et à la fin de l'entraînement, il y a un des coachs qui est venu me voir et qui m'a dit toi, un jour, tu seras championne du monde en Australie. Et avec ma mère, on a rigolé parce que j'avais 9 ans, j'étais même pas capable de tenir sur une planche et le mec, il me sort ça, quoi. Et qu'est-ce qu'il avait repéré en toi ? Tu sais aujourd'hui ou pas ? Non, je sais pas. J'ai plus de contact avec lui, du coup, je sais pas, mais Ok. c'est resté, quoi. Tu prends du plaisir malgré le contexte de météo pas fou, la combi qui est pas la bonne taille. Il y a toujours des sources de plaisir, sinon c'est que tu t'es trompé de sport. Après, aujourd'hui, je vais beaucoup moins dans l'eau parce que je me suis spécialisée sur le sable et que comme je fais les allers-retours à Paris pour les cours, j'ai plus forcément le temps d'aller dans l'eau. Mais oui, forcément, tu trouves toujours des sources de plaisir, même s'il fait pas beau, qu'il fait froid. Et donc, quand tu démarres à 9 ans, bon, il y a cette personne qui dit que tu vas être championne du monde. J'imagine que ça glisse un peu sur toi au début. Tu te dis pas, ouais, je vais en faire mon objectif. Mais du coup, ça ressemble à quoi la suite pour toi ? Parce que au début, tu découvres, tu t'apprends cette nouvelle discipline-là. Et comment arrive la première compétition ? Comme j'ai commencé assez jeune, j'avais des petites compétitions, mais je m'en souviens pas plus que ça. Juste, je sais que j'ai des facilités sur tout ce qui était les épreuves sur le sable. Et après, quand j'ai été en minime, j'ai pu faire mes premiers championnats de France, où j'ai été championne de France en 2017. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, ouais, j'ai des facilités quelque part. Et si je travaille, je veux voir jusqu'où je peux aller. Et en fait, c'est un peu comme ça que petit à petit, j'ai commencé à construire quelque chose et chaque année à rajouter des choses dans ma préparation pour progresser et m'améliorer. Est-ce que tu rêvais de grandes compétitions, de grands résultats ou vu que tu es dans un sport un peu moins connu que d'autres, tu étais juste là parce que tu aimais ça et puis à voir ce que ça allait donner? Alors au début, j'étais juste là parce que j'aimais ça, mais très vite, c'est devenu, je veux voir jusqu'où je peux aller, je veux être la meilleure et ouais, je veux faire des choses qui n'ont jamais été faites.
comme le fait de, par exemple, être championne du monde et championne d'Australie. En Europe, il y a personne dans mon sport qui l'a fait. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, bah ouais, vas-y, je vais être sélectionnée en équipe de France en cadette 1, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de cadettes 1. Je veux réussir à faire les championnats du monde, je veux réussir à faire ceci, cela. Et en fait, petit à petit, ouais, j'ai commencé à rêver de plus en plus grand, quoi. Et ta famille, c'était une famille de sportifs ou pas du tout parce que du coup, ils découvraient peut-être le milieu avec toi? Ma mère a été sportive, elle a fait une équipe de France junior en natation, donc elle connaît bien un peu le milieu, etc. Mon père, pas plus que ça, et mon frère et ma sœur, ils sont sportifs, mais pas dans le haut niveau. Ma famille est très investie dans mes projets et ils m'aident quotidiennement parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, ils m'aident quotidiennement dans plein de choses et dans ce projet-là, en fait. Raconte-moi comment t'intègres l'équipe de France? Parce que ça doit être aussi quelque chose qui marque dans une carrière d'avoir cette dotation et de faire partie de l'équipe nationale, quoi. Du coup, en 2018, je suis sélectionnée pour ma première équipe de France et c'est un truc assez dingue parce que du coup, je suis en cadette 1 et à l'époque, personne n'était vraiment sélectionné en cadette 1 parce que c'est très jeune. Surtout que c'était pour des championnats du monde en Australie. Et en sachant que l'Australie, c'est le pays où est né mon sport, c'est le truc de dingue, quoi. Ça arrive une fois tous les 6 ans, les championnats du monde en Australie, c'est vraiment la compète où on veut être sélectionné. D'autant plus que cette année-là, la fédération était sponsorisée par Rip Curl. Du coup, on a eu tout l'équipement Rip Curl, donc ça a été mais juste dingue. On a reçu des colis par la poste avec des valises et tout, c'est incroyable. Et je me souviens très bien de quand j'ai su pour ma sélection parce que j'étais en 3e du coup et je sortais des cours et j'ouvre mon téléphone et là je vois que j'ai été ajoutée dans un groupe Messenger et je vois qu'en fait les gens dans le groupe c'est que des gens qui étaient en équipe de France avant par exemple et là il y a j'accepte et là je vois qu'il y a marqué félicitations pour votre sélection en équipe et tout. Nanana. Donc en fait, c'était pas du tout un mail ou quoi, c'était juste on m'avait ajouté dans un groupe. Sauf que moi, j'ai direct capté et genre. Et voilà, j'étais trop contente. J'ai pleuré et tout. J'ai appelé ma mère, j'arrivais pas à parler, elle savait pas ce qui se passait. Et ouais, c'était assez dingue de partir comme ça à 15 ans. On a fait un stage d'un mois en plus là-bas en Australie, donc c'était ouf quoi. Cette première équipe était ouf. Ah ouais, et puis quand tu pars comme ça pour ta première sélection équipe de France, est-ce que tu es choisie pour participer pleinement aux compétitions ou est-ce que tu es choisie pour être remplaçante? Enfin, comment Non, ça se non. passe? En gros, c'est une équipe de 6 filles, 6 garçons moins de 19 ans, donc équipe junior, et une équipe de 6 filles, 6 garçons plus de 19 ans, équipe senior. Donc moi, j'étais en junior. Et donc, en fait, il y a des épreuves en piscine, des épreuves en océan, et tu as des relais. Et en fait, ils composent leur équipe en fonction de qui va être bon dans quelle épreuve afin d'avoir la meilleure équipe possible, parce qu'on peut positionner 2 athlètes par épreuve. Et du coup, moi, j'étais déjà quand même pas mal spécialisée dans le sable, et ils m'ont prise surtout pour faire du coup 2 épreuves. Et toi, du coup, tu nous parles là du fait que tu es plus spécialisée dans le sable. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ressemblent les épreuves que tu fais toi? Tu as le 90 mètres sprint sur sable, donc c'est comme un 100 mètres sur piste, mais c'est 90 mètres et c'est sur le sable. Et ensuite, il y a l'épreuve des beach flags, où en gros, c'est un peu comme les chaises musicales. Tu es allongé sur le ventre, imaginons on est 10, et derrière, à 20 mètres, tu as 9 bâtons. Ils donnent le taux de départ, tu te retournes, tu cours, tu attrapes un bâton. Celui qui en a pas est éliminé. Et en fait, tu fais des tours comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 2 personnes et un bâton. Donc c'est hyper intensif et en même temps, il y a plein de sessions, donc il faut réussir à rester en forme jusqu'à la finale, quoi. Ouais, exactement. Et surtout que tu n'as pas le droit à l'erreur parce que c'est tellement court que si tu fais un peu moins bien, mais en fait, c'est mort. C'est ciao. Donc, il faut être capable de répéter la même chose pendant 45 minutes, 1 heure et demie, à une haute intensité et en cherchant la perfection, en fait. Et pourquoi, du coup, on dit que ton sport peut sauver des vies? Parce que toi, sur tes 2 disciplines, tu cours vite dans le sable. Donc ça, ok, on imagine bien, mais du coup, toi, tu vas pas dans l'eau. Alors, avant, j'allais dans l'eau, mais si tu veux, chaque épreuve va avoir une connotation avec le fait de sauver quelqu'un. Donc, par exemple, moi, le 90 mètres sprint, c'est de courir le plus vite possible pour aller chercher une victime. Et l'épreuve des flags, c'est t'entends un bruit, tu te retournes, tu dois voir où est la personne. Parce que quand t'entends quelqu'un crier dans la mer, tu dois voir loin où est-ce qu'elle est, tu dois la voir vite pour aller vite la sauver. Les épreuves de rame, de nage, ça va être aller chercher quelqu'un. Les épreuves en piscine, ça peut être avec de la bouée tube, des palmes, en fait tout ce qu'on va utiliser pour sauver quelqu'un. Et donc c'est un sport où en fait on apprend à lire à l'océan, on apprend à ramener une victime sur une planche, on apprend à ouais, aller chercher quelqu'un rapidement.
Et derrière, on peut passer des diplômes pour connaître les gestes de premier secours et après, en fait, surveiller, par exemple, sur les plages. Donc, moi, j'ai été sauveteuse sur les plages l'été en tant que job d'été pendant 3 ans. Ce sport, du coup, parce que tu le dis, il est né en Australie. Toi, tu le découvres en France, donc j'imagine qu'il y a quand même des compétitions en France. C'est pas que en Australie. Il y a du monde. Enfin, à quoi elles ressemblent ces compétitions en France? J'imagine qu'elles doivent être dans le sud-ouest ou en tout cas sur des plages. Ouais, alors il y en a un peu partout. Du coup, il y a des clubs partout en France, notamment les clubs les plus développés, ça va être tout ce qui va être la côte basque, les Landes. Tu as des clubs aussi, du coup, spécialisés dans la piscine. Par exemple, à Paris ou comme ça, tu as plein de Ok. clubs juste pour la piscine. Et là, récemment, on a eu les championnats de France qui avaient lieu à Dinard. La prochaine fois, c'est à Royan. On a eu la sélection pour l'équipe de France qui était à Montpellier. Donc, c'est Ok. vraiment un peu partout. Il y a une compétition internationale qui a lieu à Cabreton. Il y a plein de pays qui viennent pour faire des compétitions. Et c'est un sport qui se développe de plus en plus en France, qui prend de plus en plus d'envergure. Il y a de plus en plus de monde et de niveaux. Et qui se développe aussi beaucoup en Europe. Donc, tout ce qui va être Espagne, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne. Et c'est très développé là-bas. Après, les meilleurs restent toujours l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les championnats du monde en Australie, c'est tous les 6 ans. Donc, après avoir été en 2018, c'était en 2024. Et j'ai été sélectionnée cette fois en équipe senior, du coup. Donc, on est parti en août. On a fait à peu près un stage de 3 semaines, un mois là-bas. Et les championnats se terminaient le 1er septembre. Le 1er septembre, c'est le dernier jour. Et j'ai mon épreuve que je gagne. Et en fait, je deviens championne du monde. Derrière, en fait, j'ai eu donc un contrôle antidopage qui prend beaucoup de temps, etc. Les podiums, on est vite rentré à l'appart. Et ensuite, en fait, tous les autres sont partis fêter la fin des championnats. Et moi, j'ai dû rentrer, prendre mon vol tout seul, du coup, parce qu'en fait, j'avais ma rentrée. Donc, je suis arrivée à Paris le lundi après-midi, j'avais ma rentrée le mardi, donc j'ai tout enchaîné. Une semaine après, j'avais les championnats de France, très fatiguée. Et derrière, en fait, je suis restée à Paris après les championnats de France, parce que les championnats de France, c'était à Dinard. Donc, j'ai fait Paris-Dinard, Dinard-Paris, du coup. Je suis pas rentrée chez moi. Et derrière, je partais au Japon pour faire le championnat du Japon, parce que j'ai été invitée par le président de la Fédé japonaise pour concourir là-bas, et que les Japonais sont très bons dans mes épreuves et que je voulais absolument aller là-bas. Et donc, je partais là-bas une bonne dizaine de jours toute seule. Et déjà, ça commençait à pas aller. J'étais vraiment pas bien après le championnat de France et je voulais pas partir parce que j'étais trop mal. Sauf que bon, je payais le billet, j'ai tout réservé, etc. C'est l'opportunité d'une vie. Donc, j'y suis quand même allée. Mais il y avait des coups, ça allait pas, puis des coups, ça allait. Et je savais même pas si j'allais pouvoir faire la compétition tellement j'étais pas bien. Et au Oui, final, puis au début, j'imagine que tu te questionnes plus sur bon bah c'est la fatigue parce que tu as ouais, tout enchaîné, ouais. ça a été très vite, mais sans forcément te poser la question de ok, est-ce que c'est physique ou mental le Mais fait que ça aille pas bien je quoi. voyais qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Genre, je me disais, il y a des trucs, ça va pas, je comprends pas pourquoi. Et je me suis dit, bon, on verra ça plus tard, quoi. C'est pas le moment de se poser 10 milliards de questions. T'es toute seule à l'autre bout du monde dans un pays où personne te comprend parce que personne parle anglais. Et du coup, c'est 3 jours de compète et je me suis dit: «Bah, vas-y, on va prendre, les choses les unes après les autres», parce que je savais même pas si j'allais pouvoir être sur la ligne de départ. Au final, j'ai réussi à faire toutes mes épreuves, j'ai réussi à gagner les flags, donc ça, c'était cool. Et le lendemain, je rentre et en fait, pareil, j'arrive, à Paris à 5h30 du matin et j'avais cours à 8h quoi, de 8h jusqu'à 19h, donc j'ai tout enchaîné parce que, je peux pas trop manquer mes cours en master. Et en fait, je suis rentrée chez moi après mes cours, bah, ça allait pas quoi, genre, je pense vraiment j'ai trop enfin c'était trop entre déjà, les championnats du monde où tu gagnes, c'est un truc de dingue et derrière tout enchaîner, quand je suis rentrée chez moi, ben j'arrivais plus à lire, je pouvais même pas envoyer de messages, le matin, je me réveillais, je me sentais mal, je me sentais vide, je pleurais pour rien, enfin vraiment j'étais trop, trop dans le mal. Et pareil mes constantes, ma fréquence cardiaque a été genre à 70 au repos alors que normalement je suis en dessous de 49. Le truc, c'est que ça a duré pendant, jusqu'en janvier. Donc, Ouais, donc ça a entre duré octobre longtemps. et janvier, Et ça dure quoi. il y avait pas d'amélioration, en fait. C'est ça le Mm. truc. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu es 3 semaines comme ça, tu te dis: «Bon, il y a un problème». Mais après, j'étais bien entourée avec mon médecin du sport et cetera, donc qui m'a expliqué que c'était normal, qu'il fallait du temps. Sauf que moi, j'avais mes examens qui arrivaient et j'étais même pas capable de lire les cours, donc j'étais un peu stressée par rapport à ça. Mais au final, ça va, j'ai réussi à passer mes examens et j'ai tout eu. Mais ouais, c'était une période un peu compliquée et en plus, tu viens d'être champion du monde, tu viens de réaliser un exploit parce que tu es la 2e française sur la partie côtière en individuel et championne du monde.
et tout le monde est là comme un dingue et toi t'es là genre t'es pas bien, t'es au bout de ta vie. Du coup c'est un peu bizarre parce que tu te dis ouais je devrais être la fille la plus heureuse du monde et au final je suis vraiment trop mal quoi. Bah ouais, enfin t'as même pas eu le temps de célébrer, de fêter cette victoire-là, que t'étais déjà dans l'avion à repartir pour penser à autre chose. Et donc en fait c'est un mélange d'émotions et de fatigue aussi parce qu'avec l'adrénaline de la compétition et tout retombe et en même temps t'es censé être toujours au top parce que ben derrière il faut enchaîner la rentrée, les championnats de France, etc. Et donc le corps et le cerveau ils disent oh là. Non mais grave complètement. Et ouais du coup c'était vraiment ouf de gagner ces championnats du monde en Australie devant une Australienne. Il y avait mon coach australien qui était là, toute l'équipe de France, il y avait mon idole qui était venu me voir et tout, donc c'était un truc de dingue. Et derrière en fait la redescente mais vraiment même encore qu'en janvier ça allait mieux. Le pire c'était quand jusqu'en janvier quand je prenais le train pour aller à Paris pour aller en cours, j'avais des crises d'angoisse dans le train, c'était horrible. À chaque fois toutes les semaines. Et après à partir de janvier ça allait mieux et je suis repartie en Australie pour faire le championnat d'Australie en avril toute seule pendant 3 semaines et pareil là j'ai eu des crises d'angoisse et tout. Et après depuis plus rien et genre ça va bien mais bon c'est long quoi. Ouais. Et à quel moment quelqu'un, un spécialiste ou toi, j'en sais rien, met le mot burn-out sur la situation? Parce que clairement, ce que tu décris, enfin, je suis pas psy, mais j'imagine que c'est à peu près ce qu'on identifie comme étant un burn-out, quoi. Alors, si tu veux, mon master à Sciences Po, je fais mon master 1 en 2 ans parce que j'ai des aménagements en tant que sportif de haut niveau. Mais la première année, j'étais pas vraiment dans le master. En fait, comme j'ai fait le bachelor, j'ai pu faire ce qu'on appelle une année en auditeur libre, où en gros, je suivais les cours, mais j'étais pas encore dans le master. Et donc, j'ai fait le processus d'admission avec le dépôt de mon dossier, puis après l'oral d'admission, vu que j'étais admissible. Et le dépôt du dossier, c'était genre décembre ou quelque chose comme ça. Et en fait, mon frère, qui est plus âgé que moi, m'a aidé à finaliser mon dossier. Et il y avait des trucs à modifier dans ma lettre de motivation. Et quand j'ai modifié et que je lui ai envoyé, il m'a appelé. Il me dit mais Anna, c'est quoi cette merde que tu m'as fait? Et en sachant qu'il me parle jamais comme ça, quoi. Et je lui dis mais comment ça? Il me fait non mais Anna, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, il y a des fautes partout. T'arrives pas à aligner 3 mots. T'as mis 30 secondes à le faire ton truc ou quoi? Je fais bah non, ça fait genre 4 heures que je suis dessus, tu vois. Et là, je dis ouais, je crois que ça va pas. Et je commence à lui expliquer. Et c'est lui qui m'a dit non mais cherche pas. Moi j'ai plein de collègues qui s'est arrivé. En fait, je fais un burn-out. Et après, ça m'a fait réfléchir et j'ai dit, bah ouais, t'as raison. J'en ai parlé donc avec mon médecin du sport, etc., qui m'a dit, bah oui, mais c'est normal, c'est le temps que le corps récupère aussi, etc. Et donc, c'est un peu comme ça aussi qu'on a mis des mots dessus. Et du coup, ton médecin, il te conseille quoi à ce moment-là? Parce que elle m'a dit que c'était vraiment, en fait, c'était le temps. Que c'était le temps qui allait faire que mon corps allait récupérer. Et après, moi, j'avais taqué envie de m'entraîner, j'étais super motivée. Genre, j'ai pris 2-3 semaines de repos et ensuite, je suis repartie à l'entraînement et c'était nickel. Mais c'était vraiment juste émotionnellement, enfin, ça allait pas, quoi. Oui, t'étais pas, comme parfois certains peuvent l'être, bloqué dans ton lit à ne même pas Non. pouvoir en sortir, en fait. Non, non, moi, c'était plus vraiment, j'avais des sortes de crises d'angoisse. J'avais mon cœur qui battait tout le temps hyper vite, ma récup qui était tout le temps dans le rouge. J'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à écrire. Il y a rien qui rentrait, en fait, dans le cerveau, quoi. T'acceptes quand elle te dit il faut laisser faire le temps ou Ouais, mais je suis angoissée en fait. Genre, je lui dis, je comprends pas pourquoi ça va pas mieux. Genre, quand t'es comme ça pendant 3 semaines, je te jure, c'est horrible. Et que tu vois pas d'évolution. Et elle me disait, non, mais c'est normal. Genre, juste, c'est normal. Il laisse le temps, petit à petit. Après, je parlais beaucoup avec ma mère. On a beaucoup échangé. Je lui disais quand ça allait pas. J'ai eu beaucoup de soutien autour de moi. Et t'arrivais, parce que c'est un peu contradictoire, mais toi, enfin, contradictoire non, mais toi, t'es aussi prep mentale. Et du coup, est-ce que t'arrivais à continuer de conseiller des athlètes au moment où toi, t'avais besoin de te concentrer quoi, sur toi? Ouais, carrément. Après, voilà, faut apprendre à faire la part des choses. Le seul problème, c'est qu'en fait, ça me prenait toute mon énergie. Et en fait, bien sûr, c'est tombé la période où j'ai eu tellement de demandes. Genre, j'avais tellement de gens qui m'appelaient. Et du coup, la stratégie que j'ai adoptée, c'est que j'essayais de faire, par exemple, une séance toutes les 3 semaines au lieu d'une séance toutes les 2 semaines. De décaler un peu plus parce que sinon, je pouvais pas, en fait. J'avais tellement de coaching et moi, j'étais juste rincée. Ça me demandait tellement d'énergie que c'était assez intense, quoi. Et comment tu t'en sors? Et bien, avec le temps, ça va un peu mieux. Petit à petit, les choses commencent à rentrer dans l'ordre et j'arrive à relire un peu. Mon
cœur qui bat un peu moins vite. Je me sens mieux le matin. En fait, c'est juste vraiment du temps, quoi. Dans quel état d'esprit t'es pour la suite dans ta carrière? Parce que peut-être que les choix que tu avais faits qui t'ont mené à ça étaient pas forcément les bons, j'en sais rien, mais tu dois te dire, bon, bah maintenant, il faut quand même changer quelque chose pour que ça n'arrive plus, quoi. Ah ouais, non, mais là, laisse tomber, je me suis tellement remise en question. En fait, le problème, c'est que ça a été un concours de circonstances qui ont fait que j'ai eu plein d'opportunités. Je pouvais pas dire non, c'était des trucs de ouf. Sauf qu'en fait, je suis partie beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin dans ce que j'étais capable de faire. C'est-à-dire que j'aurais dû m'arrêter juste à rentrer des championnats du monde et là, stop, tu vois. Tu pars en Australie, ça fait 6 ans que je bosse pour être championne du monde. J'ai réussi le gagner, qui est un truc exceptionnel. Et rien que ça, déjà, t'as un bad, tu vois. Et moi, derrière, j'ai ma rentrée, je fête même pas ça. Puis j'ai les championnats de France, puis je rentre pas chez moi, je vais au Japon toute seule, etc. En fait, c'était juste trop. Mais en même temps, si c'était à refaire, je le referais parce que c'est des opportunités qui se représenteront peut-être pas. Mais aujourd'hui, je sais que je vais vraiment prioriser ma récup. Donc, c'est-à-dire que par exemple, cette année, je voulais repartir au Japon. Je suis pas repartie au Japon parce que je savais qu'après les championnats d'Europe, j'allais avoir besoin de me reposer. Je prends plus de temps de récupération après des compètes. Et même si je sens que j'ai encore besoin d'un peu plus, ben, je vais prendre, vas-y, quelques jours de plus, là où avant, j'aurais quand même forcé. Donc, je pense que ça m'a vraiment appris à comprendre que j'avais besoin d'un certain temps de récup, qu'il fallait aussi réfléchir en amont quand je préparais ma saison. Ok, est-ce que ça fait pas trop? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que pour pas aller chercher trop loin, en fait? Et aujourd'hui, tu as quel regard sur ce titre mondial où au début, tu as été tellement prise dans, dans une tempête quoi, que tu l'as même pas célébré? Aujourd'hui, c'est quoi ton regard là-dessus? Moi, je trouve que c'est dur de réaliser que tu es championne du monde ou ce genre de choses parce que pour moi, je suis toujours la petite qui s'entraîne dur et qui. Enfin, pour moi, j'ai pas vraiment changé. Et quand on me dit ah, t'es championne du monde, ah, t'es la favorite, ah, gna, 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 pour moi, dans ma tête, je suis là, mais pas du tout. Et en fait, après, je me dis bah si, mais en fait, ça correspond pas à ce que je ressens. Pour moi, j'ai juste appliqué ce que je fais à l'entraînement, ce que je fais tous les jours, mais je commence petit à petit à l'intégrer et je me dis que c'est un résultat de ouf et que d'avoir réussi à aller jusque-là, c'est dingue, quoi. Enfin, je suis fière de ce que j'ai fait, quoi. Qu'est-ce que ça représente de gagner en Australie ces championnats du monde? Ben, je pense que c'est le rêve de tout athlète qui fait du sauvetage, notamment sur la partie côtière. Je pense que tu leur demandes, c'est de gagner championnat du monde en Australie, devant un Australien. Je pense que c'est vraiment un des buts de chaque athlète qui pratique ce sport. Tu remettras ton titre en jeu dans quelques temps, hein, on n'y est pas encore. Mais comment t'abordes, tu dis que tu décides de ralentir maintenant après les grosses échéances. J'imagine que tu as quand même cette date en tête de 2030, du coup, si mes calculs sont bons sur tous les 6 ans. Mais en même temps, avant, il va se passer beaucoup de choses, quoi. Ouais. Déjà, l'année prochaine, tu as les championnats du monde en Afrique du Sud. Donc, j'aimerais vraiment réussir à être sélectionnée. Je veux pouvoir défendre mon titre. Je veux pouvoir aller dans ce pays. Donc, ça, c'est une première étape. Et après, si je suis sélectionnée, bah, tout faire pour garder mon titre de championne du monde. Pareil. Oui, parce qu'ils sont tous les 6 ans en Australie, mais c'est pas un championnat du monde tous les 6 ans. C'est tous les 2 ans. Et après, bah ouais, garder du plaisir, garder de la performance et puis essayer de repartir pour les championnats du monde en Australie dans 6 ans. Si ça peut le faire, ça serait cool, quoi. Et tu te souviens de la tête de tes adversaires ce jour-là? Parce que tu avais envie de gagner en Australie et en plus, tu le dis devant des Australiennes. Donc j'imagine elle devait un peu se décomposer, quoi. Non, je pense que l'Australienne, elle pensait qu'elle allait me battre. Ah ouais, ok. Je pense que sur le coup, parce qu'elle a porté réclamation et tout, après quand j'ai gagné. Donc je pense que sur le coup, elle s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'elle savait que ça allait être tendu, mais en plus, en fait, en fonction du côté où tu tournes, t'es avantagé ou désavantagé. Donc moi, je tourne vers la gauche et elle tournait vers la gauche aussi. Et comme j'étais à sa gauche, en fait, elle était favorisée, elle avait un avantage et moi, j'avais un désavantage. Et c'est le genre de truc, ça peut carrément jouer à ce niveau-là. Et je pense qu'elle s'y attendait pas forcément. Sur quoi t'as fait la différence? Mon départ. Moi, c'est ma force. Mon départ et après, elle n'a pas réussi à revenir à la course. Pourquoi elle a porté réclamation? Parce qu'en gros, il faut que ton coude soit collé au corps. Et si ça se décolle, t'es disqualifié. Et en fait, elle a voulu porter réclamation pour dire que j'avais le bras décollé. Sauf qu'en fait, pas du tout. J'ai pas du tout le bras décollé. C'est un peu une manière de
de dire bah vas-y je suis en Australie, les officiels c'est des Australiens etc. Ça peut être aussi en ma faveur, sauf qu'en fait bah moi j'ai tout bien fait dans les règles donc il y avait pas moyen de me disqualifier quoi. T'as eu peur quand même? Ah ouais de ouf. Quand je gagne et tout, je célèbre et tout et là elle vient me voir, elle me fait ouais parce qu'en plus on s'entend bien et elle vient me voir, elle me fait ouais juste pour te dire j'ai porté réclamation et elle part. Et là moi je suis là en mode non et tout. Et il y avait la photographe qui est la femme de mon coach qui était là et australienne du coup. Ouais. Et je vais la voir, je lui fais ouais, elle a porté réclamation, nana. Et en fait, je commence à tourner en boucle parce que tu sais avec les émotions et tout, mais et elle me disait non mais t'inquiète, t'es nickel et tout, j'ai la vidéo, t'es parfaite. Et moi je commence à être en boucle comme ça. Et puis il y a le mec qui vient pour m'interviewer et tout. Et je fais non mais attends, je veux pas faire l'interview, apparemment elle a porté réclamation. Et il me dit non mais c'est bon, ça a été refusé. Et là moi je fais non mais attends, tu comprends pas et tout. Et moi j'étais mais horrible. Oui, tant Et qu'il n'y avait pas un officiel ouais, qui c'est te ça. disait c'est bon, du Et coup tu c'est mettais ça. tout en question. Et il me dit non mais Anna vraiment il y a pas de souci, c'est bon, regarde, elle est partie et tout, ça a été refusé, c'est toi qui as gagné. J'étais là OK d'accord, mais c'est le temps que je comprenne que ça j'étais là ouais, j'ai eu trop peur. Horrible. Et du coup, quand c'est bon, c'est validé. J'étais soulagée. Ah ouais. J'étais soulagée de ouf. Ah ouais, purée. Ouais. Et après, le podium, Et parce que même si tu après rentres vite, t'as quand même le temps de profiter un tout petit peu et des beh, détails de. pas trop parce que j'ai eu le contrôle antidopage et en fait, ça a pris taquet de temps parce que ça a pris au moins 2 heures à remplir les papiers et tout. J'allais dire ça dépend que de toi. Ah ouais, non, mais parce qu'après, il y a des papiers à remplir, Ah il y a oui. 56 trucs à remplir, ça a pris taquet de temps. Après, j'ai eu les podiums, sauf que moi, je voulais prendre une petite bière, mais il y avait plus de bière. Non, mais ouais, j'étais là T'en avec ont pas donné pour le contrôle non, antidopage? non, j'ai eu le droit qu'à de l'eau. Ça aurait été plus Ouais rapide. et après, donc j'ai eu le podium, ça par contre, c'était ouf. Ça vraiment, c'était dingue. Hyper, vraiment niveau émotion et tout, c'était dingue et avec l'équipe, on a célébré et tout et après on est rentrés et là, par contre, j'ai dû faire ma valise vite et tout, nin mais ouais, les podiums, c'était dingue. C'est vraiment cool. Alors la tristesse, donc ça me fait penser à mes premiers championnats du monde en senior quand j'avais 19 ans du coup en 2022, c'est en Italie. J'étais, contre mon idole, australienne, pas celle que j'ai battue du coup, mais une autre et donc pour moi c'était un rêve de gosse de pouvoir concourir avec elle et tout, c'était incroyable. En fait on fait la finale, donc je me qualifie pour la finale, on fait la finale et là je me rends compte qu'en fait j'ai vraiment le niveau pour faire 2e. Pas pour gagner parce qu'elle était trop forte mon idole, mais je peux faire 2e et tout. Et puis moi, je voulais trop la médaille. Vraiment, les médailles, c'était incroyable et tout. Et puis à un moment, on est plus que 4. Et là, je me dis, oh là là, il reste un tour. Et si je passe ce tour, je vais réussir à avoir ma médaille, nanana, nanana et tout. Et en fait, ça me sort complet du truc. Il donne le départ. Et moi, en fait, j'étais placée. Il y avait mon idole, moi et 2 autres nanas. Et en fait, la meuf, donc l'Australienne, mon idole, me bloque. Et en fait, j'ai pas le bâton. Mais parce que mauvaise stratégie de course, j'ai été surprise, manque d'expérience, etc. J'ai pas le bâton, je fais 4e. Et là, ouah, mais j'ai pleuré, mais je pense pendant 1 heure sans m'arrêter. Mais vraiment le truc genre inarrêtable. Le pire, c'est que 4e, c'est ouf comme performance et que tout le monde était là, ouais, Anna et tout, c'est trop bien ce que t'as fait. Moi, j'étais là, mais pas du tout, c'est trop nul. J'ai pas de médaille en fait. Après, il y a eu le podium où je les ai vus et tout avec leurs médailles. Et moi, j'étais là, vas-y, j'aurais dû être là-bas. Et je suis pas là-bas. Enfin, ça a été horrible. Et pendant plusieurs mois après, j'arrivais pas à dormir à cause de ça. Ah oui, tu refaisais la course dans ta tête. Ah, mais laisse tomber, c'était horrible. Et en fait, ouais, donc du coup, j'étais triste, puissance 10 milliards. Mais je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis aussi de passer un cap et d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Après, je suis partie discuter avec mon idole qui m'a dit bah, vas-y, viens t'entraîner en Australie avec moi. Et en fait, c'est comme ça que je suis partie en Australie, etc. Donc, ça a été aussi tu vois, un déclencheur. Et je pense que ça m'a fait tellement mal ce moment-là que du coup, je voulais plus jamais revivre ça. Et du coup, j'ai tellement travaillé que bah, ça m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Je suis pas sûre que sans cet échec-là et toute cette tristesse que j'ai pu ressentir, j'aurais été capable de performer comme je le performe aujourd'hui, quoi. La colère. Je l'ai ressentie quand j'ai fait les championnats d'Espagne là en juillet, où en gros, pendant la finale, c'est la première fois que je me suis sentie comme ça.
J'avais vraiment cette sensation qu'il y avait une atmosphère hostile et que les gens n'étaient pas contents que j'étais là et qu'en gros, ils étaient vraiment pour les Espagnols et que, genre, moi, ils m'encourageaient pas, ils encourageaient que les Espagnols, ils voulaient pas que je gagne et tout. Alors que j'avais plein de potes espagnols, tu vois, je m'entends bien avec tout le monde. Et en fait, ça m'a trop mise en colère. Et du coup, j'ai gagné, mais quand j'ai gagné, limite, j'étais même pas contente. Juste, j'étais là, genre, bon, allez, merci, au revoir, tu vois, c'est bon, j'ai gagné, vous avez rien à dire, quoi. Et ouais, là, je me suis sentie en colère sur cette compète. Il t'encourageait pas, mais il te sifflait et tout Pas, il me sifflait, mais tu sais, tu sentais que l'atmosphère était chargée. Ouais. Et c'est la première fois que je ressens ça. Et j'avais une amie à moi, belge, que j'avais fait venir sur la compète pour elle s'entraîne et tout, et qu'elle fasse la compète avec moi. Et après, j'en ai parlé, et de ça, de ce que j'ai ressenti. Et elle m'a dit, ouais, ouais, j'ai ressenti aussi, c'était assez particulier. La jalousie. Et bien, quand je fais 4e et que je vois les 2 autres là sur le podium avec mon idole au championnat du monde. Est-ce que t'aurais aimé la faire, toi, la photo sur le podium avec Grave. elle? Ouais, voilà, de ouf. Carrément, de ouf. Je comprends. On en a parlé assez brièvement, mais toi, tu as un triple projet, donc le sport avec le sauvetage sportif donc en haut niveau, les études à Sciences Po à Paris, et tu es aussi préparatrice mentale. Comment tu arrives à organiser tout ça dans ta vie? Eh bien, je vais à Paris 1 ou 2 jours par semaine pour les cours. Donc ça sera mes jours de repos. Et le reste de la semaine, je m'entraîne sur la côte basque, donc 1 à 2 fois par jour. Et ensuite, sur le temps qui me reste, je cale mes coachings. Comment tu as décidé d'être prep mentale? J'ai fait une formation parce que je trouvais ça, en fait, j'ai toujours trouvé ce domaine-là intéressant. Je me suis toujours beaucoup renseignée sur ce domaine et je suis tombée par hasard sur cette formation que j'ai trouvée trop bien et je me suis dit: «Vas-y, ça va m'aider dans mon sport». Du coup, c'était pendant 1 an, je crois 1 semaine par mois à Bordeaux, quelque chose comme ça, et donc je l'ai fait et franchement, ça m'a taqué apporté dans mon sport, et donc à la base, c'était vraiment pour moi. Et à la fin, j'ai passé les examens que j'ai validés et on m'a dit: «Si tu fais 100 heures de stage avec des athlètes, on te donne le diplôme vu que tu as les examens». Et donc j'ai fait mon stage avec des athlètes de mon club et en fait, j'ai trop aimé. Je me suis rendu compte que je pouvais vraiment leur apporter quelque chose et qu'en fait, ce que j'avais appris dans la formation, combiné à mes connaissances dans le haut niveau, en fait, ça faisait vraiment une valeur ajoutée et que ça me plaisait beaucoup. Du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais lancer ma petite entreprise», et en fait, ça a grave marché parce que bouche à oreille, et les gens étaient contents, et c'est comme ça que maintenant j'ai plein de monde qui me contacte. Je fais des interventions dans des écoles aussi. Je fais des interventions avec des clubs, et franchement, c'est cool. Et comment ça t'aide, du coup, toi, dans ta pratique? Bah, Parce que c'est comme les psys, ils ont un psy, enfin, ils peuvent Ouais. pas se psy eux-mêmes, quoi, tu vois? J'ai un prépa mental aussi qui me suit. Mais après, il y a des trucs de base que j'applique moi-même, comme, je sais pas, la planif d'objectifs ou le feedback de compétition ou la méditation, la respiration, toutes ces choses-là, les pensées, la gestion des pensées parasites. Mais j'ai quand même un prépa mental qui va aussi me superviser et m'aider dans certaines problématiques que je vais pas pouvoir gérer tout seul. Et être au contact aussi de d'autres athlètes, peut-être que ça t'aide, Ouais. Bah, ça te fait réfléchir aussi sur toi, sur ce que tu fais, sur leur vision du sport, c'est toujours intéressant. Aujourd'hui, tu accompagnes, quel type de profil en termes d'athlètes? Et bien, c'est assez marrant parce que ma clientèle, c'est surtout des jeunes, donc entre 12 et 20 ans, OK, waouh. 25 ans, 12-25 ans, et du coup, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est assez marrant, et j'ai de tous les sports. Après, c'est plutôt des personnes qui vont, soit vouloir être pro, soit qui sont dans le haut niveau en recherche de performance, ou des personnes qui vont vouloir, améliorer leur bien-être dans leur pratique parce qu'ils vont être trop stressés, qu'ils vont pas prendre assez de plaisir, et c'est vraiment, il y a de tout. OK. Des gens qui vont avoir vraiment des problématiques précises sur un travail de routine, et d'autres plus un truc général, quoi. Et pourquoi, avec cette casquette, celle de sportif de haut niveau, tu décides en plus de faire des études à Sciences Po? Parce que sportif de haut niveau, ça me rapporte pas d'argent, et prépa mentale, c'était juste une passion. Moi, je veux derrière avoir quelque chose vraiment de concret et qui me permette de pouvoir faire un peu ce que je veux dans ma vie, en sachant que, j'ai derrière quand même un diplôme qui va me permettre d'avoir un job et de gagner ma vie, d'être assez libre dans ce sens-là, quoi.
T'as déjà une idée précise de ce que tu veux? Alors, j'aimerais rentrer dans le Master in Management en école de co, du coup, surtout, j'aimerais demander à HEC. Je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de place, mais voilà. J'aimerais potentiellement monter une structure un peu plus grosse en préparation mentale, mais c'est assez vague. Ouais, Voilà. t'as encore le temps. J'ai encore le temps. Quel est pour toi le plus gros échec que tu as eu dans ta carrière? Bah, je pense quand je fais 4e au championnat du monde. Après, j'ai eu aussi une non-sélection en 2021 alors que c'était ma dernière année junior. Ça aussi, ça a été dur. Elle s'explique comment? J'ai eu la mononucléose pendant la sélection. Du coup, j'étais pas très bien. Je réussis quand même à gagner les flags. Le sprint, je fais 2e, mais en fait, sur les lignes d'arrivée, quand je casse, je tombe. Et du coup, si tu passes pas tes 2 pieds après la ligne, t'es disqualifié. Donc, j'ai été disqualifiée. Du coup, je rentrais pas dans les critères pour être sélectionnée, mais en vrai, c'est comme si j'avais fait 2e, donc j'aurais pu être sélectionnée, mais ils m'ont pas sélectionnée. J'ai jamais vraiment trop su pourquoi. Et j'ai même pas fait l'équipe A'. Ils ont pris d'autres gens, alors que j'avais été genre championne d'Europe l'année d'avant. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit que c'était parce qu'ils privilégiaient les plus jeunes et que moi, j'étais en junior 2. Et du coup, ouais, ça a été un peu dur à vivre. Comment ça se passe aujourd'hui avec ta fédé, avec le staff équipe de France? Très bien. Ça se passe très très bien. J'ai des super relations. La fédé m'aide et m'apporte beaucoup de choses. Pareil avec les sélectionneurs, on échange beaucoup. On a vraiment créé un lien depuis 2018. Donc franchement, c'est cool. Parce que du coup, tu as les stages équipe de France, mais le reste du temps, tu t'entraînes dans ton club d'origine? Ouais, en fait, on n'a pas vraiment beaucoup de stages équipe de France. Ça va plus être avant des compétitions internationales, où on va partir un peu plus tôt tous ensemble. Et sinon, ouais, je m'entraîne avec mon club. Il y a un moment où tu t'es dit oh, j'en ai marre, je vais tout arrêter. Ouais, quand j'ai pas été sélectionnée en 2021, où ouais, j'ai failli arrêter. Et qu'est-ce qui t'a fait rester? Je me suis dit, vas-y, je voulais changer de club parce que mon club, ça se passait pas bien. Je voulais aller à Biarritz pour avoir une plus grosse structure. Et je me suis dit, bah, vas-y, je me donne une chance. Mais je voulais arrêter le haut niveau, quoi. Et c'est plus là-bas, le coach, il m'a redonné vraiment le goût de m'entraîner, le goût de la compète, une autre vision du sport. Et c'est ça qui m'a donné envie. Est-ce que il y a une part de frustration, et c'est peut-être pas le bon mot, quand, comme toi, on enchaîne les titres, on performe à haut niveau, on est athlète de haut niveau, et malgré tout, c'est pas très connu, c'est toujours un sport qui est pas connu, enfin, tu vois. Après, je comprends ce que je veux dire, mais j'ai pas de prise sur ça. J'ai pas vraiment de contrôle sur ça. La seule chose que je peux faire, c'est, tu vois, je fais pas mal d'émissions. J'ai passé sur Stade 2, sur Thalassa. J'essaye de développer mon Instagram pour faire connaître un peu plus le sport. Donc j'essaye d'agir avec ce que je peux et ce que je contrôle. Et ça, malheureusement, ça va peut-être s'améliorer avec les années, mais c'est un fait, quoi. C'est comme ça. Oui, t'es obligé de faire avec. Ouais, c'est ça. Et quand t'as choisi ton sport quand t'avais 9 voilà, ans, c'était déjà comme ça, quoi. Exactement. Donc, t'as vu quand même une évolution entre tes 9 ans et maintenant? Ouais, le sport s'est vachement développé, que ce soit en France ou en Europe. Et de quelle manière? Ça veut dire qu'il y a plus d'adhérents, qu'il y a plus d'argent, enfin... Il y a plus d'adhérents, il y a plus de niveaux, il y a plus de compétition. Si tu pouvais changer de vie le temps d'une journée avec un autre athlète de haut niveau, quel que soit son sport, quelle que soit sa pratique, tu choisirais qui et pourquoi? Avec une sprinteuse qui a fait une finale des Jeux, pour vraiment faire une course de 100 mètres devant un stade aussi rempli sur les Jeux, par exemple les Jeux de Paris, quoi. Tu t'entraînes un peu sur tartan ou pas du tout? Ouais, carrément. Ah ouais? Ouais, 2-3 fois semaine. Ah ouais? Mais ça doit te changer vachement du sable quand même. En fait, j'ai une préparation d'un sprinter de 100 mètres avec la piste, la muscu, tout ça, quoi. Et enfin, dernière question, à quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? À Margot Fabre, qui est en équipe de France avec moi de sauvetage et qui a fait les Jeux en natation. Et qui est, quand on est en équipe ensemble, on est roommate et on a vraiment passé des super moments ensemble. Eh ben, je l'attends alors à ce micro. Ça. Merci beaucoup pour ton témoignage et merci pour tout ça. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium,
ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!